Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Alors, victoire à Las Vegas, les compteurs sont ouverts à l'UFC. Comment est-ce qu'on se sent après cette victoire, monsieur? Bien satisfait de la victoire. Pas totalement satisfait du combat en lui-même, satisfait de la victoire. Dans le Comme je l'ai combat, qu'est-ce dit, qu'il a manqué? euh, pas d'expérience de très haut niveau. C'est de la construction. Il faut construire. C'est un jeune qui a à peine un quart de siècle. C'est un jeune qui a combattu pour la deuxième fois à l'étranger. C'est tout. Et pour la première fois sur le sol américain à Vegas. Euh, euh, c'est un jeune qui affronte quelqu'un qui est rompu en lutte, qui connaît vraiment la lutte, et très très bon sol. Je ne sais pas quelle est sa ceinture, le mec, mais en fouillant dans le passé, on voit que en 2015, il était déjà à ceinture violette. Donc on se dit bon, sol et tout, c'était quelque chose de bien. Et puis donc moi, je suis satisfait de qu'il y ait eu cette victoire-là. C'est important de construire. C'est pas le moment de vouloir tout donner, de vouloir mettre des mouvements et des gestes flashy qui vont nous faire regretter à la fin en disant, oh, s'il n'avait pas fait ce dernier mouvement, s'il n'avait pas fait cette dernière erreur, ben voilà, ça permet qu'il s'habitue, qu'il apprenne, et c'est bien. L'idée, c'était ça. L'idée, c'était de gagner le premier round et gagner le troisième round. Euh, c'est gagner le premier, laisser un peu d'espace sur le deuxième et puis gagner le troisième. Mais le troisième, a été un peu plus difficile parce que, bien évidemment, la fatigue, la veille, on a cette pesée difficile, très difficile. Justement, Et puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Donc, on va dire à son première tentative sur la balance, William est au-dessus du poids. Ensuite, il bénéficie de ce délai pour remonter sur la balance et là être au poids. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou des choses qui sont pas passées comme prévu ou... non, tout s'est passé pour être tout à fait transparent. Il a démarré le cutting étant plus léger que le dernier cutting qu'il a démarré à Paris. Et pourtant, Paris, ça s'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et là, ça a coincé, ça bloquait, ça ne descendait plus. Donc, il a montré beaucoup de courage, beaucoup de courage. Hein, on est descendu, on sentait qu'il nous manquait 15-20 minutes pour faire le point sur le provisionnel. Et donc, du coup, on est descendu. Sauf que bah, pour aller au poids, c'est à 11 heures pour aller au poids. C'est dans une hôtel, un casino où tu dois traverser tout le casino, aller de l'autre côté au bout pour aller faire la pesée. Et donc, ça prenait chaque fois 20 minutes aller, 20 minutes retour. Donc, quand on s'est loupé, on repart encore à la salle, redémarrer le show, histoire de transpirer encore et revenir. Il a montré beaucoup de cœur. Ça a été vraiment difficile. Et puis finalement, il arrive le lendemain et je suis, comment dire, je suis content d'avoir découvert un peu parce qu'on se connaît tous les jours, on apprend à se connaître tous les jours avec les athlètes. Et tu découvres les limites de l'athlète et tu vois ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Tu vois qu'en début de coaching, c'est dur, c'est laborieux pour le ramener à écouter les consignes. Il a du mal à faire les consignes qu'on lui demande. Et puis petit à petit, il s'adapte et puis il commence à capter, il commence à comprendre et ça devient fluide. Et puis, oh, c'était bien. Ça prend, vraiment, il a été dans quelque chose de, au début, pas connecté, un mot de le naturel qui revient. Ensuite, connecté pour écouter le coaching. Et puis, vers la fin, une erreur, une petite erreur qui fait qu'on a une erreur. C'est même pas une erreur, quoi. C'est que juste que le gars est bon en lutte, il est bon. Quand le gars est bon, il est bon. Ça veut dire que même si tu étais, même si William Gomis
était champion NCAA de lutte. S'il est numéro 2, bah, si Monsieur Marshall est numéro un, bah, il lui met un double leg, ça passe, tu vois. Donc, il tombe et puis à partir de ce moment, il démarre l'organisation, le protocole pour venir debout et bon, on esquive encore, on trompe la mort encore une deuxième fois de manière miraculeuse. Mais en tout cas, je suis satisfait de ça. On apprend tous les jours avec lui, je regardais le combat et même moi, je vois un truc, il y a un geste où Benjamin prédit quelque chose. C'est le deuxième round et je ne le vois pas, tu vois. Ça nous aurait évité une belle frayeur. En gros, il y a un moment donné où William prend le dos du gars et il le tient, il le ceinture et je lui dis, mets les genoux dans les cuisses, garde la ceinture, ça te permet de récupérer. Et ensuite, on va lâcher. Et quand il va lâcher, tu, tu vas monter une jambe à la tête. Et Benjamin dit, reste pas accroché à lui, lâche, va-t'en, lâche, dégage, arrache-toi, lâche. Et je ne suis pas, je ne coche pas l'opposé de Benjamin, mais je ne suis pas. Normalement, j'aurais dû appuyer ça. Mais il a été visionnaire dessus, Benjamin. Parce qu'à quelques secondes après, tu as Marshall qui réussit à rentrer un bras dans la ceinture, se retourner et remettre William dos au mur. Heureusement, franchement, il a bien bossé la défense du contrôle sur la cage. Il a bien défendu sur la cage. Marshall luttait euh, mieux quand il était hors de la cage que sur la cage. Et donc voilà, gros apprentissage. Je préfère que ça se passe comme ça, qu'il ne démarre pas très fort comme comment il s'appelle le dernier adversaire que Nassoudine a eu à Paris? Ah oui, Joaquin Buckley. Voilà, tu vois, le début de Joachim, ça a été vraiment un gros ascenseur, quoi. Il est monté en force avec un très beau geste technique et tout, qui l'a rendu ultra célèbre et tout. Et je sais que William, il aime des gestes comme ça. Il aime faire des coups de pied comme ça. Il aime, donc, je lui disais, ne fais pas ça, ne fais pas le Joachim Blake qui va impressionner, choquer le monde tout de suite et puis rapidement, ça va redescendre, ça va s'écrouler. Je préfère, si tu veux, je préfère que tu montes doucement, que tu construises ce que tu es en train de faire et petit à petit, tu vas y arriver. Tu vas monter, tu vas y arriver euh, déjà en assurant tes victoires, ensuite en assurant des finishes et ensuite en mettant du spectacle. C'est une carrière à construire, ce n'est pas un combat à construire. Et donc, quand tu peux assurer d'abord la victoire, tu l'assures, ensuite tu vas chercher le finish, ensuite tu vas chercher éventuellement à impressionner Monsieur Dana White. Got it, got it. Et comment ça s'est passé d'ailleurs avec la gestion du combat avec Benjamin Sarfati, parce que donc vous étiez tous les deux présents, et c'est la première fois, peut-être que j'ai sûrement pas regardé tous vos combats, où vous étiez tous les deux à parler. Et d'habitude, j'ai l'impression que c'est uniquement toi qui parles. Là, comment vous avez géré ça? Ou qu'est-ce que vous vous êtes dit avant le combat, justement, aussi? Non, on s'est organisé juste simplement en se disant celui qui a, on se laisse parler et ensuite, si jamais il y a une action qu'il dit de bien, bah, je vais abonder dans son sac pour donner de l'amplification à ce qu'il dit. Et si je dis quelque chose de bien, il va aller dans mon sens pour pouvoir monter dans ce que je dis pour qu'il y ait de la cohérence et que ce soit facile pour lui de capter. Et puis, c'est beaucoup plus facile ce qui fait que vous nous entendiez tous les deux, c'est pas parce qu'il y a que moi qui parle souvent, c'est que le micro est branché sur le head coach. Et donc, avec 20 000 personnes dans la salle, il n'y a que le son du head coach que vous entendez, ceux qui sont derrière l'écran. Mais avec une salle comme l'Apex où il n'y a pas de spectateurs, on peut s'entendre. Même quand il n'y a pas de micro, on s'entend. Les micros de la salle captent ce que dit Benjamin et captent ce que j'ai dit. Donc, on l'a souvent coaché comme ça, de cette manière-là, où on évite de se contredire. Si on a un truc qu'on sent qui est différent, on va se toucher le genou et se signaler ce qu'il faut dire avant de sortir ça pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans ce que le combattant reçoit comme information.
Ok, ok, bon bah très bien. Pour William Gomis, la suite que tu souhaites, selon toute vraisemblance, c'est l'UFC Paris. Est-ce que tu as un choix d'adversaire en particulier ou est-ce que c'est trop tôt pour les call-out? Non, c'est trop tôt pour les Collards. C'est sérieusement, il faut construire, il faut monter tout doucement, il faut faire ses preuves. C'est déjà une très bonne preuve ce qui s'est passé là, hein, dans le sens où, en général, quand l'UFC investit sur un jeune, contrairement à ce que les gens pensent, que les Contender Series, c'est une espèce de sélection, encore une pré-sélection, mais c'est un vrai investissement. Quand ils investissent dessus, ça veut dire qu'ils comptent beaucoup dessus pour développer derrière la personne. Donc, Francis Marshall est arrivé avec cette prétention-là. Pour l'UFC, c'était on pousse des jeunes. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. Les promoteurs sportifs ne font pas des choix forcément. Nous sommes des êtres humains. Et puis, les matchmakers de l'UFC peuvent avoir comment, un, quelque chose de fluide avec quelqu'un. Enfin, on appelle là des acquaintances ou des, voilà, ils peuvent avoir des trucs qui vont, le style, la manière qu'ils aiment et qu'ils apprécient. C'est un athlète alpha. Et puis, sur l'athlète bêta, ils vont moins l'apprécier. Cependant, en tant que promoteur sportif, tu es un chef d'entreprise et tu veux juste que tu vas avoir le meilleur produit. Tu vas avoir et le meilleur produit, c'est avoir les meilleurs athlètes, peu importe d'où ils viennent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, c'est ce que je ressens quand je suis promoteur sportif chez ARES. J'ai des jeunes qui arrivent et très sincèrement, je les pousse les deux et je me dis, bon, celui qui émerge, on le pousse. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'effectivement, c'est important pour eux d'investir sur quelqu'un qui a fait le contender série. Bon, si ça ne passe pas, ça veut dire que celui qui l'a stoppé a peut-être quelque chose. Il est encore jeune, mais peut-être qu'il a quelque chose. S'il est capable de stopper un jeune qui met des KO, qui met des soumissions, qui est invaincu, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est dans ce sens-là que je te dis que je suis satisfait qu'il ait passé cette étape, qu'il ait apprivoisé le show américain. Là, il est resté aux États-Unis. Il y est pour un mois, histoire de vivre en immersion totale avec l'anglais, histoire d'améliorer son anglais, et aussi de fréquenter quelques salles aux États-Unis pour apprendre. Mais voilà, je suis content qu'il ait fait cette expérience et qu'il ait passé ça avec brio. Alright. Donc vivement à la suite pour William Gomis et tu as le poster juste derrière toi. Il y avait aussi en main event Curtis Blades contre Pavlovich. Deux personnes que tu connais bien, que tu suis avec attention par le passé concernant Francis Ngannou, aujourd'hui pour Cyril Gane. Pavlovich a brillamment validé son premier main event à l'UFC. Personnellement, moi un petit peu déçu surtout de la performance de Curtis Blades qui semble toujours craquer là où ça semble se décider. Est-ce que toi, tu tires des enseignements? Est-ce que quand t'étais en mode, il y a quelques mois de ça, Pavlovich, attention les yeux, est-ce que t'es un petit peu peut-être rassuré? Et est-ce que là, maintenant, tu te dis, bon bah, ça semble écrit, on va devoir l'affronter bientôt? Euh, Ça, écrit ou pas écrit, on va l'affronter, quoi. Il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, que ce soit qu'on commence par Curtis pour finir sur Pablo, ou qu'on commence par Pavlovich pour finir sur Curtis Blade, la division des poids lourds n'est pas si grande que ça. Ça va se passer. C'est une fatalité, ça va se passer. Euh, Moi, je n'ai pas été. Oui, je suis comme ça. C'est vrai, j'ai été déçu par la perte de Curtis Blades, Blade, ouais. mais pas été déçu par le combat, parce que bah, c'est le combat. Le combat, des fois, ça peut aller très vite. Et voilà. Comme quoi, il ne suffit pas de la lutte pour. Comme quoi, il ne suffit pas de la lutte pour être sûr que tu vas faire la ceinture un jour, finalement. Parce que mine de rien, voilà un Américain qui vit sur le sol américain, qui est le meilleur lutteur en titre à l'UFC actuellement. On est d'accord pas? Tout ce que je viens de dire là, c'est Oui, correct ou on pas? est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Ok, donc, il est lutteur. Il est même très bon lutteur. Il a le passeport américain. Donc, il n'a même pas besoin d'immigrer pour aller aux États-Unis. Lui, il vit aux États-Unis. Euh, et ça fait longtemps qu'il tourne autour des top 5.
et ne s'approche pas de la ceinture. Et il y a d'autres qui n'ont même pas ce niveau de lutte qui ont déjà Oui, mais après pour flairé un peu Curtis, je la pense ceinture, tu vraiment vois. qu'il y a, enfin, je vais pas dire un problème mental parce que je sais pas, mais ça fait trop Mais de fois. Non, pourquoi pas, vous je êtes sais, toujours à c'est pour chercher ça que je des dis, problèmes? c'est pour Vous ça me que je dis, débordez. c'est pour ça que je dis. Pourquoi, pourquoi vous êtes toujours à chercher des problèmes? Non, mais pas des J'ai problèmes. Mais est-ce cru, que tu te dis pas que là, Curtis Blades, c'est quand même une situation où il y a plusieurs fois dans sa carrière où il a été à ça, mais vraiment à ça d'avoir le title shot, et à chaque fois que ça arrive, on est dans une situation où intrinsèquement il a tout ce qu'il faut, et j'ai l'impression qu'il fait les mauvais choix à ce moment-là. Voilà. est-ce que tu ne peux pas te dire à un moment donné que il n'a, il n'a pas de bol et que ses adversaires sont bons à ce moment-là? Parce que tu vas me dire mauvais choix. Qui peut imaginer que l'uppercut que va placer derrière Lewis va stopper Curtis Blade? Tu te dis, le mec, c'est une machine, c'est un gros lutteur, il va shooter son double leg, même s'il y a un contact. Tu as vu là sur le coaching avec William Gomis contre Francis, je lui ai demandé de mettre beaucoup du percute et c'est cette dissuasion du percute qui faisait qu'il n'avait pas envie, il n'osait pas shooter alors que d'habitude il marche sur les gens, hein, Marshall. Il n'osait pas shooter. Mais au bout d'un moment, il s'est décidé à shooter touchdown. Il envoie son double leg, il est connecté par un uppercut qui ne le sonne pas, qui ne lui fait rien, il amène quand même William Gomis au sol. Ce que je te dis, c'est que est-ce que tu peux aussi accepter que le pauvre Curtis Blade n'ait pas joué de beaucoup de chance et qu'il soit tombé sur des adversaires qui, au moment-là, étaient bien, en état de flow et qu'ils étaient bien. C'est tout. Est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, arrêter de dire qu'il y a un problème avec tout le monde qui perd un combat? Est-ce qu'on peut être d'accord qu'on parle d'un sport où il y a une course à faire? Vous devez faire un 100 mètres. Il y a certaines personnes qui arrivent à faire 9 secondes, d'autres personnes font 10 secondes, d'autres 11, d'autres 12. Est-ce qu'on est d'accord que toutes ces personnes ont un entraînement, elles ont le même vent favorable ou défavorable lors de leur course, mais on arrive avec un ranking différent? Est-ce que dans la vie, on peut simplement dire je suis arrivé après lui parce qu'il était meilleur que moi? Quand l'histoire se répète, pas trop. Oui. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec Donc, Curtis Blades. Vas-y. ok, donc ça y est, Curtis Blade, il faut qu'il change de camp d'entraînement. Mais non, faut pas qu'il change de camp d'entraînement, mais c'est plus être. Enfin, en fait, là, ce qui moi m'a attristé vraiment pour lui, parce que j'étais, on va dire, enfin, des deux côtés, ça m'était égal, c'est de tout ce qui s'était passé, qui faisait que je me disais, bah ça y est, on a le nouveau Curtis Blades finalement, qui est de retour sur les, enfin, retour aux bases, qui en plus qui avait validé l'expérience Jairzinho Rosenstruck. Là, j'ai l'impression que tout était parti pour ce combat-là, tu vois. C'est plus ça où je me pose des questions. Est-ce que... Ok, non, non, ma Vas-y. question, je vais la poser différemment. Toi, tu penses quoi de Pavlovich tout seul? Sors Pavlovich et parle-moi de lui. Tu en penses quoi? Parce que aujourd'hui, tous les experts disent que c'est le futur. Ah oui, non, moi je suis pas C'est le d'accord. Francis Ngannou russe. Eh ben, C'est un monstre, voilà. c'est le futur, c'est machin. Qu'est-ce que tu en penses de lui tout seul, Et voilà. individuellement? Et voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Justement, on a fait un podcast avec Big Rusty où c'est pour ça que moi, ça m'embête beaucoup qu'il y ait ça, parce que je pense que quand on va avoir Cyril contre Pavlovich, tout le monde va brutalement redescendre sur Terre et se dire ah ok, en fait, il se passe ça quand il y a quelqu'un qui bouge contre Pavlovich. Quand il y a quelqu'un qui passe le premier round contre Pavlovich, ah c'est comme ça. Et tu vois, et c'est pour ça que moi, j'étais plus, enfin j'aurais aimé qu'il y ait une victoire de Curtis Blades, parce que, à mon sens bien évidemment, sauf ce combat-là, Pavlovich aujourd'hui, il bénéficie, bah, je vais rien lui retirer sur ce qu'il a accompli. Il fait son taf, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur qu'est-ce qui se passe après le premier round. Et deux, pas des match-ups favorables, mais on le met pas non plus contre des gars qui peuvent éventuellement le mettre dans la sauce. Là, il y avait Curtis Blades, il s'est pas passé ce qui s'est passé. Excuse-moi, si Curtis Blade ne peut pas te mettre dans la sauce, personne ne peut plus te mettre dans la sauce, quoi. Mais parce que Curtis Blades n'a pas fait ce qu'il était censé faire. C'est pour ça que je dis ça aussi.
est-ce que on peut dire que ma question est celle-ci. Vas-y. Est-ce que tu considères que si Francis Marshall n'a pas pu faire ce qu'il devait faire, Mhm. ça veut dire qu'il est nul ou est-ce que ça veut dire juste que William Gomis a su se déplacer? Non, Et donc, parce... du coup, Vas-y, je pose vas-y. la question, est-ce que tu ne trouves pas que euh, Pavlovich a fait un cadrage qui était très compliqué pour l'autre de shooter, de faire une amène au sol ou de quoi que ce soit? Parce que en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que voilà, Francis Marshall contre William Gomis, les deux ont été au niveau attendu. Tu vois, il n'y a pas eu de gars qui a explosé, ou il y a pas, les deux ne m'ont pas déçu. Ils étaient vraiment tous les deux au niveau attendu. Pavlovich, pour moi, le fait de se dire très bonne faculté d'encaisser les parpaings, il n'y a pas de souci. Au niveau du nombre de low kicks qu'il a pris par Curtis Blade, c'est autant de trucs où toi, quand tu regardes le combat, tu te dis bon, ça sent bon pour Paris, tu vois. Je pense que t'es d'accord qu'après avoir vu ce combat-là, t'es un petit peu moins en train de te dire c'est un problème, ce monsieur. Non, ça reste un problème. Ça, Mais voilà, un problème solvable. Ouais, voilà. ça reste. En gros, pour être tout à fait honnête avec toi, je continue à penser que le combat le plus dur pour Cyril, c'est Curtis Blade. Sur le papier, si le Curtis Blade normal se montre, tu vois, pour être tout à fait honnête, c'est ça la réalité. Mais je suis surpris aussi que Curtis Blade n'ait pas fait et comment on appelle ça, le chemin. Vraiment, c'est ce que quand tu m'avais demandé comment Curtis Blade fait pour gagner, je te dis il faudrait qu'il fasse le chemin. Il faudrait dès que ça touche les gants, il y va. Il y va et puis parce que alors attention, il y a très peu de personnes qui placent autant du percute alors qu'ils ont une allonge comme Pavlovich. Pavlovich a des tentacules et il est capable de sortir des uppercuts de tout. Et donc, du coup, ça veut dire que la zone de la méno au sol est couverte par ces larges trucs qu'il envoie. Si tu t'hasardes dessus et que tu as un mauvais timing, il peut te connecter et puis bye bye, tu vois. Donc, c'est pas facile de trouver le bon timing parce que peu de personnes ont cette allonge et avec une volonté de faire aussi mal. Enfin, il y a vraiment, rappelle-toi les combats de Francis à l'époque où le seul fait de laisser traîner un bras le long de sa cuisse était significatif d'un danger imminent pour n'importe qui. Et si tu ne respectais pas ces dangers, tu finissais décapité comme Overeem l'a été. Donc, c'est pas un truc simple de trouver le timing pour rentrer dans un mec quand tu sais qui t'attend, tu vois. Je sais pas. Moi, j'ai regardé le combat de William Gomis en version anglaise, enfin sur UFC Fight Pass, et tu entends Cruz dire c'est compliqué là de rentrer parce qu'il y a cette menace de. Et, il dit William Gomis laisse traîner son bras gauche en menace du percute et il est en train de dire à son adversaire vas-y, shoot, je t'attends. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est dissuasif et que ça perturbe quand même le lutteur. Donc, Curtis, lui, s'est dit, bon, je vais bien le préparer, je vais le cuire un peu, je vais mettre quelques frappes. Mais sauf que tu joues avec un mec qui est dans le domaine de je suis capable d'encaisser et je suis capable d'encaisser mieux que toi et je suis capable de remiser mieux que toi. Bon, tu te retrouves en danger. Voilà donc pour l'analyse du main event et donc là quand tu vois ça, quand tu vois Thomas Spinal et d'ailleurs les rendez-vous, j'espère qu'ils se sont bien passés aussi avec l'UFC. Très bien. On n'aura rien, on n'aura rien cette semaine les gars. Que Mais dalle, que dalle. mais par contre, ça a été annoncé Oui. officiellement de la part de l'UFC. Nassourdine de retour aux affaires au mois de juin prochain sur l'UFC Vancouver. Donc une carte où il y a vraiment pas mal de combats intéressants contre Chris Curtis. La préparation, on me dit dans l'oreillette, a déjà commencé. Comment s'est passé, on va dire, le processus de décision vers Chris Curtis? Est-ce que toi, c'est un combat que tu voulais? Parce qu'on pouvait se dire, il y avait pas mal de gens qui misaient là-dessus sur finalement un Nassourdine contre Kelvin Gastelum. Là, finalement, c'est Chris Curtis. Sur le papier, on peut avoir un potentiel fight of the night.
C'est parti, Fernand. Oui, sur le papier, ça peut être un très beau combat. Parce que je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment, vraiment kiffé le combat Gastelum contre Curtis. Chris Curtis, c'était génial. C'était, surtout le troisième round, c'était justement magnifique. C'était un très beau combat. Il a une belle manière de travailler au corps, qui est toujours cette diagonale où il envoie un peu comme le travail qu'on a fait avec Pépi contre Michael Lebou, c'est je passe sur cette diagonale et si ça manque et tout, je reviens au corps. Son uppercut, il le met au corps. Ce qui est bien avec ce uppercut pour lui, c'est que ça empêche de shooter n'importe comment pour la lutte, mais surtout, ça va diminuer la force de l'adversaire progressivement. J'aime beaucoup. Très bon boxeur, avec une garde hermétique, complètement hermétique au niveau de la tête, même si ça laisse ses hanches à découvert. Mais je pense qu'il le fait parce qu'il sait qu'il a une belle défense d'amener au sol. Il a des hanches très lourdes et c'est pas facile de l'amener au sol. Kevin n'a pas réussi en tout cas. C'était compliqué sur une vraie amener au sol. Clinch and il a eu des bons timings, Kevin, mais ça tombait à l'eau. Je pense que ça va être un très bon combat avec Nassau. Là, le camp d'entraînement a commencé. Je sors là euh, d'une science d'une autre planète. Une science d'une autre planète. Ils vont se reconnaître les deux, Nasruddin et Wilfried. Merci de nous avoir fait kiffer tout à l'heure. C'était c'était la guerre nucléaire dans tous les sens, dans le sens propre et figuré. Et c'est bien. C'est ça dont Nasruddin a besoin aujourd'hui, de se mesurer avec des personnes, des gars qui ont un niveau d'anglaise solide, très solide. Ensuite, on va résoudre, quand on a résolu ça, on va gérer l'histoire de changement de niveau et des timings et tout. Mais d'abord, il faut résoudre le problème de comment je fais quand j'ai un adversaire comme Strickland, qui a une boxe bizarre, mais qui est un rouleau compresseur, qui ne recule pas, en tout cas ne recule pas longtemps. Il fait un pas de retrait et tout de suite il fait deux pas en avançant, un pas de retrait puis trois pas sur toi. C'est très relou, c'est très épuisant et c'est sur quoi et c'est sur quoi on est arrivé là. On est arrivé à aller taper dans le système nerveux de Nassourdine. J'ai vraiment kiffé la séance tout à l'heure. Et pourtant, c'est fini en mode dur, sans froid perdu, compliqué, mais c'est ce qu'on veut multiplier pour aller dompter l'animal qui a en lui et pouvoir canaliser son énergie pour un seul but, un seul objectif. Parce que Et c'est là le quand plus gros tu... travail aujourd'hui, parce qu'on sait que physiquement, là, ça y est, l'animal est remis sur pied. Là, ça va être ça pour toi l'essentiel du travail? C'est pas essentiel. Vous me connaissez déjà, moi, mes méthodes d'entraînement sont celles-là, ont toujours été des méthodes synergiques. Oui, des méthodes dans la synergie. Comment dire, j'appelle ça plutôt des méthodes systémiques. L'idée, c'est de dire que je vais entraîner des éléments différents dans un système d'entraînement. Ça veut dire que l'entraînement qu'on a fait tout à l'heure avec Nas, le but, c'est d'améliorer son niveau de boxe. Il fait du sparring avec un meilleur boxeur que lui, beaucoup plus bon, beaucoup plus aguerri et qui va pas le laisser respirer. Sauf qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça, que la boxe d'abord. Et du coup, il va devoir aller chercher dans ses ressources pour ne pas s'appuyer sur la lutte, le contrôle, la mener au sol. Non, tu n'as pas le choix. Tu vas user tes épaules. Au bout d'un moment, quand tu es un gars du MMA et que l'autre qui est en face, lui, il est capable de continuer à dérouler les points et que tu ne peux plus dérouler les points, ça se met à monter, la tension monte, c'est compliqué et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher ces profils que Nassoudi ne connaît pas, qui ne sont pas potes avec lui et qui font que on, on va tester son comportement au fur et à mesure et on va le guider à contrôler son comportement de façon à ce qu'on arrive à quelqu'un qui est capable de miser toute son énergie sur un seul et unique objectif, gagner le combat. Mais pas prouver quoi que ce soit
à qui que ce soit, juste gagner le combat. Ben voilà, réponse d'ici quelques semaines pour le grand retour de l'UFC au Canada, Nassourdine contre Chris Curtis. En tout cas, ça promet, si tout se passe bien, de véritables feux d'artifice. Oui, petit point rapide d'ailleurs. Est-ce que, bon, t'avais vu ça, t'avais été témoin lointain de ça pour Tai Tuivasa contre Pavlovich. C'est pas un peu court, 2 mois pour Chris Curtis, entre le combat contre Gastelum et celui qui arrive contre Nassourdine? Je ne sais pas ce qu'il a vécu sur son dernier combat. Je ne sais pas comment il en est sorti. Peut-être que on dit que dans la salle ils font des bagarres comme ça Hmm. systématiquement et que Strickland et lui s'envoient des bombes atomiques dans la tête toute l'année et qu'ils n'ont pas de problème. Peut-être que ce combat n'a pas eu d'effet délétère sur son physique ou sur son état d'esprit. Je ne sais pas. Je me méfie toujours de donner des conclusions sur des choses que je ne suis pas du camp d'entraînement. J'estime que s'ils ont choisi l'option de le faire, ça veut dire que euh, malgré ce qu'on pense, nous, et ils ont fait une analyse et pensent qu'ils peuvent gagner le combat. Ce que je sais, c'est qu'en général, quand dans les camps d'entraînement, quand on valide, nous, on valide parce qu'on pense qu'on peut le battre. Et ils Hmm. valident parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le battre. Maintenant, on va. Réponse dans quelques semaines. Le King, merci beaucoup pour cet épisode hebdomadaire. On a vu les grosses actualités du moment. Bien évidemment, Pavlovich contre Curtis Blades, il ne nous dira rien cette semaine, mais c'est peut-être dans le four pour une annonce prochaine d'ici quelques jours ou semaines. Il reste impassible, on n'aura rien du tout. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas Ah, tarder. ah, Tu formidable. vois ça. Formidable, formidable. Et puis, petit point extrêmement rapide, Arès de retour dans 2 semaines. On en parlera en long, en large et en travers la semaine prochaine parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions. Et puis Je voilà. suis impatient d'écouter la musique d'entrée de Monsieur Ibrahim Mané. Ok, J'espère qu'il va mettre la même de ok. Burna Boy. Il me tue avec ça. Ah, et ben Il me tue voilà. avec ça. Donc voilà, je sais qu'il est de retour. Il y a le retour de Amin Ayoub aussi. Et puis, bien entendu, le main event entre Mehdi Sadi et puis comment c'est quoi son pays déjà? Il s'entraîne en Afrique du Sud, mais il est de Angolais, l'Angola. angolais, angolais. Et Yes. l'angolais des Martel Peña. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, je te dis à très bientôt.